Dans votre représentation L'enfance à l'œuvre, vous avez décidé de faire des récitals à partir de textes des œuvres majeures de la littérature. Mais davantage de récitals plutôt que de la mise en scène, alors que maintenant, le théâtre a davantage l'habitude de mettre en scène des grandes œuvres, mais de manière assez stricte au théâtre. Est-ce que c'est un parti pris que vous avez fait pour davantage faire ressortir les œuvres en elles-mêmes par rapport à leurs textes, ou est-ce que vous avez d'autres volontés par rapport à ça? Vous me demandez s'il y a de la mise en scène ou pas, en fait. Voilà. Eh ben, en fait, il y a de la mise en scène. Donc, simplement, elle est épurée. Elle est épurée. Alors, ce serait bien qu'on s'en parle après avoir vu le spectacle. Mais au C'est fond, sûr. vous en avez une information dont je ne sais pas si elle est parcellaire ou si vous avez vu des extraits. Pour le moment, c'est assez relatif, c'est la Oui, philosophie. d'accord. Bon, donc parce que vous évoquez le nom de récital, donc oui, donc vous avez. Alors peut-être il faudrait attendre qu'on ait vu le spectacle. Mais enfin, disons que le projet, c'est d'être dans la pensée des auteurs, au plus proche, dans un moment qui n'est pas un moment de lecture, mais qui est un moment de mémorisation, parce que c'est lié à la nature même des textes, c'est-à-dire à ce que Marcel Proust appelle l'anamnèse, c'est-à-dire la remontée de la mémoire en soi. Donc il y a une mise en scène qui est très simple et très pure, bon, on peut en parler avant, vous la verrez ce soir. Il y a un cheminement de gauche à droite, d'un homme qui marche de gauche à droite sans jamais reculer. On ne revient pas sur soi-même, on ne revient pas sur le temps. Le temps, on est déjà au bout de quelques secondes qu'on vient de passer ensemble, il est effacé, il est dans une mémoire, on pourra s'en souvenir, mais il est parti. Donc on est dans un allée de gauche à droite qui est le sens de lecture en fait européen, on va dire, dans le principe. Et vous verrez aussi un élément de décor qui est très important, mais dont on peut parler, voilà, qui n'handicape pas votre vision, qui est une paroi du temps aussi, qui est très colorée au départ, au moment où l'histoire commence, qui sont des grandes fleurs colorées, qui représentent peut-être la cloison dont Marcel Proust parle quand il était enfant et qui s'est fanée avec le temps. Donc ces fleurs se décolorent au fur et à mesure qu'on avance de jardin à cour, de gauche à droite. Et la présence du texte, de montage des textes qui partent du souvenir de l'homme qui se rappelle qu'il n'y a rien de plus important qu'une émotion ressentie. En gros, ça c'est Paul Valéry qui dit ça. Puis après Romain Gary qui raconte son enfance, mais sa petite enfance à 7 ans, à 13 ans, à 9 ans quand il tombe amoureux, etc. Quand il commence à jouer du violon, il commence à faire de la danse, enfin tous ces rapports en fait à l'éducation artistique. Hein. C'est une œuvre sur la question de l'enfance à l'œuvre. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait comme œuvre quand on est enfant? Est-ce que on peut dire que l'œuvre c'est, j'aurais dû commencer par ça, une production de richesse qui est matérielle ou immatérielle, et qu'est-ce que c'est qu'une œuvre immatérielle, c'est-à-dire un humain en train de se construire. Bon. Donc depuis la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, et on arrive jusqu'à ce que Marcel Proust se rappelle de son enfance quand il avait 5 ans et qu'il se souvienne des instants importants de son enfance. Donc il y a quand même une dramaturgie et surtout une scénographie que vous verrez. Mais il n'y a pour autant pas de décor, bien qu'il y ait 2 meubles, il y a 2 meubles, 2 éléments. J'aimerais savoir, parce que du coup, un peu un rapport avec le stage qu'on a eu avec vous ce matin, et même par rapport au résumé que j'ai lu de la pièce, vous avez un rapport, disons, privilégié avec la littérature en général, et j'aimerais bien savoir d'où ça vient, s'il y a un livre un livre précis qui a été déclencheur, quand est-ce que ça a commencé. Disons que pour moi la poésie est très importante, c'est-à-dire le fait que nous résistions au réel par une capacité de fiction, d'imaginaire, et de mettre des mots qui ne vont pas ensemble, des imaginaires qui ne sont pas les situations de notre réel. Donc ça c'est une volonté que c'est peut-être le simple fait d'être artiste, hein, c'est ça, être dans un travail artistique, hein, c'est de résister au réel et d'inventer des horizons lointains d'imagination. Donc le premier endroit de l'imagination, c'est les mots, ce sont les mots. Avec les mots on fait des images, avec les mots on fait des situations, avec les mots et on raconte des sensations, des émotions. Donc les mots couchés dans le papier et relevés par l'acteur, c'est le début du théâtre. Donc l'affection envers la littérature, elle vient de là. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de respect pour les auteurs.
qui sont des gens qui augmentent notre capacité de ressentir. Et le fait que l'on dise leurs mots nous met dans leurs pas. Et étant dans leurs pas, on a à peu près les mêmes sensations que eux au moment où ils ont écrit. Donc c'est un peu magique comme situation. C'est la question du théâtre, mais passant par des mots vraiment polis, travaillés, choisis. Et la littérature, si elle est belle, il y a un choix très important du langage. Donc c'est en cela que je l'aime. Après quel texte, peut-être la poésie. Je pense que j'ai beaucoup aimé Arthur Rimbaud quand j'étais adolescent et ça m'a beaucoup aidé, le petit provincial que j'étais, à ressentir des choses, à entendre la langue différemment, à aimer la langue, à aimer les alexandrins, à aimer les vers, enfin ce qu'on a fait ce matin. Hein, voilà, ce travail d'amour de la langue, de la phrase. Il y a un poète qui dit une chose très belle, qui dit « Donner force et tenue à la langue, c'est servir la République ». Et moi, je suis très sensible à cette notion-là. Le fait que servir la République, ce soit de donner la force et de la tenue au langage, à la langue. La langue, c'est ce qui nous tient. Alors, après le choix des auteurs, on peut se dire il y aurait pu avoir des femmes. Il n'y en a pas parce que c'est l'histoire d'un jeune enfant, garçon, qui vieillit. Alors j'aurais pu aller chez Nathalie Sarraute, aller chez Marguerite Duras, Barrage du Pacifique, ou chez Colette, qui écrit sur l'enfance et les femmes. Mais là, j'ai choisi des hommes uniquement parce que... Et après, il y a la question de la musique, donc le texte et la musique, parce que la musique permet vraiment d'entendre mieux. Elle n'est pas superposée au texte, elle ne commente pas le texte, ce sont des choix d'œuvres musicales sur la question de l'enfance, la plupart du temps. Russe, Scriabine, ou Tchaïkovski, ou des compositeurs qui sont très proches de la question de l'enfance. Oui. Voilà, hein, c'est ça la littérature, le plaisir de la littérature. Choisir les mots. Est-ce qu'il y a une petite musique de l'enfance, quelque chose de... Est-ce que vous parlez de l'amour des mots, de l'origine peut-être du langage, du rapport originel au langage? Est-ce que vous cherchez quelque chose à travers ce spectacle de l'ordre d'une petite musique ou je sais pas? Peut-être, c'est une question que je ne me suis pas posée, mais en vous l'entendant formuler, je sais que ma mère, moi je viens de deux univers langagiers, linguistiques, entre la Corse, ma mère, ma famille corse, comme toutes les familles corses des années du début du siècle, ne parlait pas français. Ma grand-mère ne parlait pas français. Ma mère a appris le français à l'école. Et ma mère... Il y avait une présence de deux langues à la maison, la langue corse et la langue française. Et ma mère me parlait, paraît-il, beaucoup quand j'étais enfant. Beaucoup, énormément. Ce qui fait que peut-être le rapport à la langue, aux mots, a été entendu comme ça, avec un éveil sur des langues différentes, entre le corse qui vient de l'italien et du latin, qui est le latin ancien, et le français, mais avec beaucoup de langues, beaucoup de... Une oreille sensible. Une oreille très sensible. Oui, j'ai l'oreille, pour moi l'oreille est très importante. J'apprends des textes avec l'oreille, je les lis, mais je les apprends surtout en les écoutant, en les disant, en les enregistrant. Je suis très sensible à l'oreille, oui. Et la langue singulière. C'est-à-dire que ce que j'aime, c'est entendre la langue d'un auteur, comme une partition de musique, dans sa syntaxe, des phrases qui sont plus longues, qui sont plus courtes, des phrases heurtées, ou des phrases, on peut dire qu'il y a des phrases revolver, il y a des phrases feu, il y a des phrases rivière, il y a des phrases gouttes d'eau qui tombent dans une cuvette. Vous voyez, il y a des phrases. Il y a des gens qui parlent. Quand nous parlons, nous avons un phrasé différent. Et tenter de le retrouver dans la partition d'un auteur, ça c'est aussi un exercice très agréable. Ce matin, on a travaillé sur Molière et on a travaillé sur Racine. On n'était pas aux mêmes endroits de syntaxe, de mots. Oui, les mots ne sont pas mis en ordre de la même manière. Ils sont plus ou moins permutés, plus ou moins coulants. Enfin, reconnaître la singularité d'une langue. Être sensible à la singularité aussi, c'est ça. Et dans le travail avec Nicolas Stavy, lui-même interroge aussi
répond à la musicalité du texte. Oui, Enfin, oui, c'est un travail sur l'écoute. Ouais. En fait, s'il y avait un travail politique avec ce spectacle, le mot est fort, mais c'est juste. C'est qu'est-ce qui nous réunit, qu'est-ce qui nous rassemble, qu'est-ce qui nous fait ressentir ensemble quelque chose, en ce sens politique. Ce serait que le temps se pose et on écoute le temps. Comme ce sont des textes sur le temps qui s'écoulent, il y a un rapport d'immédiateté dans la salle, au moment où je prends la parole ou qu'il joue, on est dans la seconde, dans l'instant. Il y a une acuité, un aiguisement de la sensation du temps. Voilà. C'est ce temps précieux en fait, ou dans le souvenir de ce temps, ou dans l'instant où moi-même je suis en train de parler, ou Nicolas est en train de jouer. Il y a quelque chose d'assez communiant, on va dire, entre le public et nous. Il y a une concentration. Ça appelle vraiment le théâtre. Je trouve que ça appelle beaucoup l'attention, Ouais. avec toutes les acceptions du mot attention, qui contient le temps d'ailleurs. Oui, c'est attentionné, c'est un désir d'attention porté à l'oreille qui se prête. C'est toutes les questions de nos sociétés, vous voyez, le son. On peut dire que dans nos sociétés, il y a le son des riches et le son des pauvres en ce moment. Oui. Prendre le temps de se parler, le temps de goûter des mots, d'écouter des sons, des secondes, c'est une attention qui est portée. Prêter l'oreille, demander à ce qu'on prête l'oreille, alors que l'oreille n'a pas de paupières. Et dans la société que nous vivons, ce bruit, ce rapport au son est très violent, très très violent. Donc se réapproprier cette capacité d'écoute. Est-ce que du coup, par l'écoute, vous voulez faire une sorte de retour aux origines, ou en tout cas rétablir une certaine concorde qui aurait été perdue? Les origines qui seraient quoi? Les origines, peut-être, bon, ensuite ce sera remonté assez loin, mais ne serait-ce que dans la littérature homérique, les poèmes qui étaient récités, qui permettaient de faire la base d'une culture, qui formait la vie de toute une civilisation. Mais oui, la langue, oui, tout à fait. La langue comme ciment d'une civilisation et transmission aussi. La langue transmise. Les civilisations, elles se construisent par la transmission. Donc les beautés de ceux qui ont... Le livre, c'est extraordinaire. Graffé dans du papier, des émotions, des pensées, et puis qu'une parole relève ces émotions et ces pensées, et les dise, et réunissent l'écoute pour qu'on vibre ensemble à des images, à des émotions de quelqu'un qui n'est plus là, mais qui a fait ce chemin. La littérature, c'est la mère et la mémoire de tous les arts. Mais vous avez un engagement politique aussi, non? Le théâtre, pour vous, c'est un acte démocratique. Enfin, il y a aussi une implication à travers, je sais pas, les Tréteaux de France ou d'autres plus largement. Dans votre engagement, dans votre parcours, il y a... Oui, mais il me semble que être ensemble et avoir des sujets d'être ensemble et d'empathie, voire de synesthésie, de ressentir des choses ensemble, c'est politique. La société nous fragmente beaucoup. Donc arriver à nous réunir, à avoir la confiance, je suis très proche de la jeunesse parce que c'est une construction de notre monde, donc être attentionné envers notre jeunesse, prendre soin de sa jeunesse. Dans une société... Alors, pourquoi cet auteur? C'est la question de l'auteur qui est principale. C'est que le mot auteur, il veut dire auctor. La auctor, c'est celui qui augmente. Augere, ça veut dire augmenter. Donc, ça a donné autorité. Ça a donné autorité. La auctoritas, qui est le lieu du partage, qui donne aussi le mot obéir, qui est très intéressant, parce qu'il était totalement dévoyé, puisque c'est prêter l'oreille. Audire, c'est vraiment... prêter l'oreille. Donc, comme je l'ai dit, demander aux uns et aux autres de nous prêter l'oreille, parce que ce qui est dit nous augmente, c'est le début de l'éducation, c'est le début de la transmission, c'est le début du plaisir aussi, quoi. Se sentir augmenté par ce qui est en train de se produire dans un moment. Et le théâtre, c'est un lieu privilégié pour ça, parce qu'il est réservé à cela, c'est une communauté. Et donc, si au théâtre, le projet, c'est de montrer des choses, ou de violenter l'oreille, ou de violenter,
comme dans la vie, nous sommes violentés par ces télévisions sans arrêt en mouvement, par ces sons partout qui vous agressent, eh bien, il y a justement non pas une croissance, un accroissement dans le sens des auteurs qui nous augmentent, mais il y a au contraire un rabotage et même une uniformisation des uns et des autres qui sont diminués. Donc oui, mon souci, c'est d'augmenter. C'est de trouver ce qu'il y a d'autorité entre nous. Voilà. Mais cela parce que on m'a donné, ou j'ai réclamé des outils pour cela, des outils de la nation. Je dirige un centre dramatique, c'est votre impôt. Donc qu'est-ce que je fais avec votre argent, avec votre impôt? Ou je rabote et je diminue le cerveau de mes concitoyens, ou au contraire, je cherche un soin, une attention, qui est un service public aussi. Tout artiste n'a pas cette vocation. C'est-à-dire que je ne dis pas que je ne valorise pas mon travail en disant c'est ça qu'il faut faire. Mais de mon côté, j'ai cette responsabilité d'être dans un cadre institutionnel, donc de tuteur d'institution, de croissance face à des gens qui s'accroissent. Et pour moi, le théâtre est un lieu qui est privilégié pour ça. Un lieu de l'accroissement. Accroissement des capacités d'agir en fait de chacun, accroissement de la sensibilité de chacun, de la dignité, de la reconnaissance. Est-ce que vous trouvez qu'il est en bonne santé actuellement? Est-ce que l'art théâtral se déploie? Notre politique est en mauvaise santé. Notre lien à la politique est en mauvaise santé, puisqu'on confond pouvoir et autorité. Parce que partout n'existe que des rapports de pouvoir. Alors le pouvoir, c'est un rapport de domination sur les autres. De fausse autorité. Ça n'est pas une autorité du tout. Le pouvoir, c'est avoir du pouvoir sur quelqu'un. Alors l'autorité, elle est reconnue par celui qui se sent augmenté. Donc si nos concitoyens se sentaient augmentés par une direction, une politique qui est réservée à leurs soins, ils prêteraient l'oreille. En gros, ils obéiraient. Il faut obéir, dans le sens accepter de prêter l'oreille. C'est-à-dire, en commun, on décide ensemble de suivre un mouvement, une pensée, parce qu'elle nous construit, elle nous institue, elle nous constitue. Mais je comprends qu'on soit désobéissant en ce moment. Je prône même une forme de désobéissance, parce que je ne reconnais pas l'autorité, en gros, de ceux qui cherchent, par le pouvoir, à imposer des directions que je trouve rabotantes pour le cerveau, ou destructrices même de champs symboliques, en détruisant la famille, en détruisant le lien social, en segmentant à ce point les hommes et les femmes, le monde tel qu'il est construit, les amateurs et les professionnels, les néophytes et les initiés, enfin, alors qu'il y a une capacité à pouvoir construire des choses ensemble, en minorant les frontières, les murs, les cloisonnements géographiques, ethniques, alors que la différence de l'autre est une source. Si elle est considérée comme un obstacle, elle traite chacun comme particulier et pas comme être singulier, unique, capable de transformer le groupe. Or, je compte toujours sur la transformation de ce cadre social, du groupe, par une qui est en train de... Voilà, qui va transformer. Et comme j'ai reçu cette transmission-là quand j'étais jeune, à votre âge, j'ai envie de le donner à d'autres. Parce que je sais que ça marche. Est-ce que votre parcours personnel et avec notamment le théâtre des Tréteaux et tout a changé votre rapport au théâtre et votre vision au théâtre, ou vous l'aviez déjà quand vous étiez jeune, enfant Quel était votre rapport au théâtre quand vous étiez plus jeune? Alors j'ai eu la chance de vraiment rencontrer cette famille, c'est une famille de l'éducation populaire, où justement il y a une éducation tout au long de la vie, une élévation tout au long de la vie, et que c'est là un endroit où ces liens sont... Ces fragmentations, ces segmentations sont érodées, vous voyez, on essaie davantage de faire ensemble. Donc ça, je l'ai reçu très jeune. Je vous dis à peu près des choses que j'ai dû recevoir quand j'avais moi aussi votre âge. Donc c'est fait quand j'ai commencé moi mon métier, qui est devenu mon métier, j'étais comme vous, j'étais jeune homme, mais le respect qu'on me portait en tant qu'adolescent désireux de faire du théâtre était déjà très important, avec beaucoup de dignité, beaucoup d'attention. Ce qui fait que viser le haut et se sentir... les mots que je vous ai donnés, tirer vers le haut, instituer, élever, j'ai ressenti très tôt. Et alors après, la chance, c'est sûr que si on rentre au Conservatoire national, c'est un plus. Mais dans mon parcours, j'ai eu toujours cette petite musique dont je vous parle, mais il a été contrarié par d'autres moments, quand tout d'un coup vous devenez connu,
par exemple, où vous rentrez dans un système qui est provoqué, qui est proposé, qui est le vedettariat. C'est-à-dire que c'est pas seulement être connu, c'est devenir vedette, où on devient, vous avez une valeur marchande, on vous propose, pourquoi à vous, à un groupe de gens, c'est toujours sur 10, 15 personnes, ou 20, ou 30, 5, 10 films de cinéma par an, vous venez à Cannes, vous connaissez très bien ce qui se passe ici. Où sont les repères que j'essaie de vous transmettre par rapport à la proposition du réel qui vous est donné? C'est plutôt tout le contraire, non? C'est une lutte de l'homme pour l'homme, contre l'homme en fait. Hein. L'homme est un loup pour l'homme. C'est à qui aura le plus de pouvoir sur l'autre, avec des valeurs qui sont totalement erronées, qui sont fausses. Vous voyez, donc le vedettariat au cinéma, par exemple, est une chose qui vient perturber le parcours d'un jeune homme que j'évoque. Mais je l'ai vécu et je me suis retranché, c'est-à-dire j'ai su me protéger. Profiter des choses, profiter de la notoriété, c'est bon la notoriété. La notoriété n'est pas le vedettariat, la notoriété c'est le fait d'être reconnu pour ce qu'on fait, et pas pour ce qu'on est seulement. Et surtout pas dans des rapports de pouvoir. Donc j'ai toujours un peu eu cette perception de ce théâtre-là, qui est un théâtre d'art, théâtre populaire, théâtre lié à la beauté de l'histoire, à la fiction, en me méfiant toujours du commerce fait avec, ou du commerce financier en tout cas fait avec, ou autour en général de la question financière. Votre théâtre est plus proche des gens finalement. Il est très proche des gens. Le souci c'est qu'il soit très proche des gens, fait avec les gens. Et quand j'ai fait du cinéma en tant que réalisateur, j'ai voulu l'adopter totalement ça. J'ai fait un film de cinéma fait avec les gens de mon village, écrit avec les gens de mon village. J'ai volontairement choisi de pousser la démarche commerciale, puisque le cinéma a une nécessité de pouvoir ne pas être un échec financier, par exemple, d'être remboursé, de rembourser les gens qui vous prêtent, qui vous font crédit, etc. Mais je l'ai fait en tenant compte de ces paramètres-là. Écrire avec les gens de mon village, faire jouer les gens de mon village. Oui. Pas nécessairement demander à des vedettes de jouer dans mon film parce que j'aurais eu plus de capacité à le diffuser.